Que faut-il retenir dans l'actualité des affaires cette semaine? C'est ce qu'on regarde chaque fin de semaine avec nos deux chroniqueurs. Alain McKenna, journaliste au service économie du journal Le Devoir et animateur du balado Une tasse de tech, et Fabien Major, professionnel de la finance et animateur du balado Le Planif. Première chose à retenir cette semaine. Le gouvernement fédéral, Ottawa, veut rassurer les propriétaires de véhicules électriques et les futurs acheteurs de véhicules électriques qu'ils trouveront bien toujours une borne de recharge partout au Canada quand ils en auront besoin. Alain, la Banque de l'infrastructure du Canada a débloqué cette semaine, ou va débloquer un financement important pour créer davantage de bornes de recharge à travers le pays. Oui, le budget total, c'est 500 millions de dollars, ce qui est beaucoup plus que ce qui était prévu. Là. Il y a un 400 millions qui est apparu au fil des derniers mois, en fait, pour créer cette initiative-là, qui est une initiative en deux temps. Il y a un volet, évidemment, borne de recharge électrique, comme tu viens de le dire, mais il y a aussi un volet ravitaillement d'hydrogène, dont on parlera en deuxième temps. Du côté des bornes électriques, c'est évidemment ce qui est le plus concret, parce que les voitures électriques sont déjà en marché. On va faire passer de 22 000, donc à 72 000 le nombre de bornes, parce qu'on va en ajouter 50 000 nouvelles à la grandeur du Canada. Ce qu'on s'aperçoit au niveau du gouvernement fédéral là, dans le déploiement de ce qu'on appelle les véhicules à zéro émission, c'est que le point de plus en plus crucial, c'est l'existence de cette infrastructure-là qui permet de se brancher. Les gens, on en parle tout le temps, ont cette crainte de la batterie morte, de la pile vide, qui leur fait souvent hésiter d'acheter un véhicule électrique. Donc, dans ce cas-ci, on veut stimuler l'installation de réseaux de bornes de recharge de grande envergure. C'est d'ailleurs un des critères dans les projets qui seront financés par cette initiative-là. Ça doit être des projets donc privés de grande échelle, pas nécessairement juste un stationnement d'épicerie, par exemple, mais vraiment un réseau de commerce ou peu importe. Ça doit être des projets qui sont d'une valeur minimale de 10 millions de dollars, donc des choses vraiment substantielles. Et il y a aussi la promesse que ces projets-là soient rentables ou qu'ils génèrent des revenus, en tout cas au minimum, donc vraiment des systèmes, des réseaux de bornes publiques qui sont offerts aux gens, moyennant rémunération évidemment, justement pour que ce soit rentable et que ce soit durable dans le temps, parce que des projets qui seraient communautaire ou peu importe, ça risque de moins bien durer. Et l'idée, évidemment, c'est de créer cette infrastructure-là, qu'elle soit accessible et qu'elle soit abondante. Et pour le côté électrique, c'est quand même assez ambitieux comme projet. Faudra voir, évidemment, quels projets seront soumis, mais ce qu'on dit du côté du gouvernement, je leur en parlais hier, je leur demandais, c'est qu'on y va. Il n'y a pas d'intention autre que les chiffres qui sont avancés. On présume que les projets qui vont être offerts vont correspondre à ces critères-là. Bon, et alors, là, on installe des bornes électriques et puis on sait qu'il y a déjà une demande forte et puis qu'elle va croître puisque maintenant, il n'y a plus beaucoup de doute que le secteur de l'automobile va vers l'auto électrique. Tous les constructeurs se dirigent là-dedans. Mais en même temps, ils veulent aussi mettre des bornes de ravitaillement hydrogène. Et ça, c'est un sujet alors dont on parle beaucoup, mais qui est un petit peu moins présent dans le marché actuellement. Le besoin de marché est peut-être un petit peu moins clair. Oui, c'est complètement un autre genre de défi parce qu'il existe à peu près pas de bornes ou en tout cas de places de ravitaillement d'hydrogène au Québec. On en compte une, peut-être deux si on inclut un réseau universitaire là, à Trois-Rivières. Ça coûte cher créer des stations d'hydrogène. C'est 5 à 10 millions par station. Et ce qu'on se rend compte, c'est que l'hydrogène, de plus en plus, est perçu comme la façon de décarboniser le secteur du transport lourd. Donc, on parle des camions lourds, du train, même de certains bateaux. Sauf que pour que ces véhicules-là, ces moyens de transport-là, fassent le passage du diesel ou du mazout à l'hydrogène, ça prend des points de ravitaillement. Et c'est un peu ce qu'on espère stimuler avec ce projet-là. Encore une fois, il n'y a pas de cible établie dans ce cas-là, mais on part de zéro. Donc, si on peut améliorer, déjà, ce serait un gain net par rapport à ce qu'on a en ce moment-là. Deuxième chose à retenir cette semaine, les risques de récession augmentent. Fabien. Oui, en effet, de nombreux économistes, de nombreux stratèges aussi de firmes d'investissement mentionnent que on se dirige probablement vers une récession. Si, dans le passé, on entend même les politiciens dire qu'il y a 33% de chances de risque de récession l'an prochain, maintenant, il y en a qui affirment que c'est 50%. Pile ou face, on verra bien. Mais il est clair qu'il y aura un ralentissement économique occasionné certainement par les hausses de taux d'intérêt qui commencent à être vraiment vigoureuses. Peux-tu nous rappeler ce qu'est exactement une récession? Quelle est sa définition? Parce que c'est peut-être moins évident qu'on pourrait le penser.
Je pense que les gens qui sont très inquiets lorsqu'ils entendent le mot récession ont peut-être une référence américaine, puisque du côté des États-Unis, le terme récession est plutôt un ralentissement économique important qui occasionne une certaine souffrance auprès de la population et des entreprises, tandis que du côté européen et canadien, la définition de la récession est très technique. C'est plutôt une diminution du produit intérieur brut du pays pendant 2 trimestres de suite, parfois accompagné de chômage. D'autres fois, c'est très léger. Comme en 2015, il y a eu une récession au Canada et peu de gens s'en souviennent ou encore ont souffert de cette récession qui était, somme toute, assez anodine, je devrais dire, puisqu'il n'y a eu que 2 trimestres de suite où il y a eu contraction du produit intérieur brut. Donc, toute la demande du pays en biens et services a diminué. Ça ne veut pas dire que ça va diminuer fortement. C'est d'ailleurs un point qu'affirme Jimmy Jean, qui est l'économiste en chef du Mouvement Desjardins. Lui, il croit qu'on aura une récession, somme toute, assez légère. Et s'il y a augmentation du chômage, probablement qu'à ce moment-là, les banques centrales, comme le gouverneur de la Banque du Canada, seraient tentés de faire redescendre les taux d'intérêt et peut-être à ce moment-là apaiser la souffrance ou le début d'inconfort auprès des citoyens. Alors quand il y a une récession, évidemment, l'économie souffre et donc les entreprises, incluant les entreprises cotées en bourse, est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce que la chute du cours des actions continue ou même s'accentue à cause d'une récession probable ? Non, ce qui est assez étonnant, c'est que dans l'histoire boursière, quand on regarde les périodes qui correspondent à des récessions, on pense à, par exemple, 1974, 1980, à 82, 93, 2008, même 2015 au Canada, il y a eu pendant la récession des augmentations très vigoureuses des cours boursiers. On dirait que certains investisseurs attendent une série de mauvaises nouvelles, mais lorsqu'on est dans cette mauvaise nouvelle qui avait été escomptée dans les prix des actions, eh bien, on est devant un fait accompli et puis on change tout simplement de sujet et on se concentre sur ce qui reste. S'il reste pas grand-chose, le marché très souvent va analyser les prix, c'est-à-dire le cours-bénéfice de certains titres, le cash flow, le potentiel et là, on dirait que l'humeur change du tout au tout. C'est pour ça aussi que j'affirme très souvent que le marché boursier, c'est un maniaco-dépressif qui se cherche une raison, soit pour être de mauvaise humeur ou soit pour, hop la vie, être très joyeux. Fabien, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado Le Planif ? Eh bien, c'est l'ABC du REE. On fait un tour d'horizon complet des différents produits, des différentes subventions, des différentes aussi des incitatifs, que ce soit provinciaux ou même fédéraux. Alors, quelqu'un qui a dans son entourage de petits-enfants ou des nouveaux-nés, vous devez conserver et partager ce balado. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ta chronique Info Bref Votre Argent, ta chronique Conseils pour vos finances ? Oui, ben on cherche un peu une façon de réduire le risque dans ces investissements. Et si vous cherchez à entrer de nouveaux capitaux dans des fonds d'investissement ou des FNB, j'ai des moyens pour dénicher des gestionnaires qui savent tirer leur épingle du jeu dans les circonstances avec 2 indicateurs très précis à surveiller quand vous les analysez. Bon, à lire donc cette fin de semaine dans l'infolettre Info Bref Votre Argent. Alain, de ton côté, qu'est-ce qu'on apprend dans le dernier épisode de ton balado Une tasse de tech ? J'ai invité Martine Rioux, qui est une co-signataire d'une lettre ouverte qui a été publiée la semaine dernière par des gens qui travaillent dans l'économie du numérique québécoise. On s'est rendu compte, puis on s'en rend compte à chaque fois, que durant la campagne électorale provinciale actuelle, on parle à peu près pas de numérique, alors que les technologies numériques vont envahir la santé, l'éducation, on va avoir une identité numérique qui va être développée par le gouvernement, et pourtant on n'a aucune idée de ce que les partis pensent de cette question-là. Alors on a abordé l'enjeu, on a parlé aussi de comment après, parce que l'élection c'est lundi, donc ça va être terminé bientôt, comment cet enjeu-là va se transposer une fois les partis au pouvoir élus et ainsi de suite. Et c'est une question qui est quand même assez intéressante à creuser en ce moment. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ta chronique sur les meilleurs produits techno dans l'infolettre Info Bref Votre Argent ? On va un petit peu ailleurs. Il y a eu une grosse mise à jour de Windows 11 la semaine dernière. J'ai fait le tour de produits d'ordinateurs portables qui en profitent le plus. Il y a des nouveautés au niveau, entre autres, de l'interface tactile. Et on le sait, il y a beaucoup d'ordinateurs Windows 11 qui sont à écran tactile. Mais il y en a aussi qui vont encore plus loin, parce qu'on peut les convertir en tablette en repliant l'écran au complet. Alors, j'ai fait le tour j'ai trouvé 3 produits qu'on appelle des bloc-notes hybrides 2 en 1, là, qui profitent le plus de Windows 11 et qui valent la peine pour les gens qui se cherchent un nouvel ordinateur, que ce soit pour travailler à la maison ou pour se divertir.
Merci à tous les deux. On vous retrouve donc la semaine prochaine, comme toutes les semaines, pour cet épisode récapitulatif hebdomadaire d'InfoBref Affaires que vous pouvez écouter dans le balado InfoBref Affaires dans votre application de balado préférée, mais que vous pouvez aussi voir dans la chaîne InfoBref sur YouTube, dans le site infobref.com dans la section Affaires ou dans l'infolettre InfoBref Votre Argent. Puis moi, je vous donne rendez-vous dès lundi matin, comme tous les matins, pour vous donner l'essentiel des nouvelles économiques et financières dans le balado InfoBref Affaires, en audio seulement. Merci, bonne semaine.